cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wai ne leman tikala harino kan da boye na bongo se banda masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Le Conseil national de dialogue politique, le CNDP, fête le 10e anniversaire de sa création ce jour 29 janvier 2014. À cette occasion, une conférence débat a été organisée ce matin. Détail dans ce journal. Depuis ce matin à Niamey, des assises entrant dans le cadre de la première assemblée générale de la Fédération communale de comités de gestion des établissements scolaires. D'autres précisions dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les activités entrant dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire du Conseil national de dialogue politique ont démarré avec l'organisation ce matin d'une conférence débat, une rencontre au cours de laquelle plusieurs thèmes ont notamment été débattus. Seni et Maïkido Jibril. Initié dans le cadre des activités rentrant dans la célébration du 10e anniversaire du Conseil national de dialogue politique CNDP, cette conférence débat est placée sous le thème « Dialogue politique, un facteur de consolidation de la paix et de la démocratie ». Hommes politiques, diplomates, représentants des ONG et associations se sont retrouvés aux conférences débat animées à cette occasion sur les acquis du CNDP, un instrument dont plusieurs pays s'inspirent aujourd'hui compte tenu de son bon fonctionnement. En tant que président en exercice de cet instrument pendant les presque 3 années, je voudrais simplement à ce stade apporter un témoignage. C'est celui de dire, en réalité de reconnaître que nous disposons effectivement, j'ai trouvé à mon arrivée à cette fonction, un instrument huilé. 3 conférenciers ont été invités pour la circonstance. Il s'agit de Sanoussi Tambari Jakou, homme politique du Niger, qui a entretenu l'assistance sur les raisons et le processus de la création du CNDP. La naissance du CNDP est le résultat d'une décision consciente des Nations Unies, surtout de son secrétaire général de l'époque, M. Kofi Annan. C'est donc le résultat d'une réflexion qui est venue de loin et qui ne concernait pas que le Niger. Mais ici au Niger, la naissance du CNDP fut le résultat d'un hasard. Autre intervenant, Mme Diallo Aminata, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey, qui a centré son exposé sur le rôle de la femme en matière de consolidation de la paix. La femme de la paix de l'année 2012, je dirais que la paix passe par les femmes, nécessairement parce que les femmes doivent s'impliquer, parce que les femmes qui sont les victimes en fait des conflits générés et créés en fait par les hommes pour la conquête de pouvoir, des conflits donc produits par la volonté des hommes pour l'accès aux richesses naturelles. Dernier conférencier, Jibril Abarchi, également enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey, est revenu sur plusieurs aspects relatifs aux outils juridiques favorisant un cadre politique de dialogue efficient. Mais il faut s'entendre sur le dialogue qui est au centre de la chose dont nous parlons ici. Le dialogue politique, qui peut être un dialogue informel, qui peut être un dialogue institutionnalisé, comme ça a été le cas
du CNDP. Et ce dialogue, lorsqu'il est institutionnalisé, évidemment, il va poser un certain nombre de problèmes juridiques sur lesquels je reviendrai. Ça sera d'ailleurs le second axe de mon exposé, parce que je vais d'abord m'attarder sur l'opportunité d'instaurer un dialogue institutionnalisé dans un contexte de démocratie. À la fin de ces brillants exposés, des débats forts enrichissants autour des différents thèmes se sont engagés entre les conférenciers et les participants. Rencontre cet après-midi au ministère du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire entre la ministre déléguée auprès du ministre d'État et les responsables des organisations non gouvernementales et associations de développement. Objectif dégagé et des perspectives en vue d'un partenariat sincère et durable. Murtala Zubair. Mieux recentrer et donner de nouvelles impulsions à la collaboration entre le ministère du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire et les organisations non gouvernementales et associations de développement. Ce sont là les objectifs de cette rencontre de prise de contact entre la ministre déléguée auprès du ministre d'État, ministre du Plan. La présente rencontre à laquelle vous êtes conviés s'inscrit dans cette logique de prise de contact. Elle procède de la détermination du gouvernement en général et de mon département ministériel en particulier de faire jouer aux ONG et associations de développement le rôle qui est le leur dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement économique et social 2012-2015. Elle vise aussi à recueillir vos attentes et à dégager les perspectives pour un partenariat sincère et durable. Satisfaite de l'évolution des organisations non gouvernementales au Niger qui passe de 60 en 1990 à plus de 2000 en 2013, la ministre déléguée auprès du ministre du Plan se félicite de cette donnée. Nous nous félicitons de voir leur nombre évoluer de façon significative, passant de 60 en 1990 à plus de 2000 en 2013. La contribution des ONG associations au développement du pays est indéniable. À titre illustratif, en 2012, les réalisations financières étaient estimées à 185 milliards de francs CFA. Cependant, des sujets de préoccupation persistent, notamment la mauvaise répartition spatiale des interventions, les difficultés de localisation des ONG, notamment nationales, qui pour beaucoup d'entre elles ne disposent pas de siège, ce qui rend les contacts difficiles. Cette première rencontre permettra de poser les jalons pour pouvoir corriger les insuffisances et s'engager ensemble en vue de prendre des dispositions idoines pour l'amélioration du cadre institutionnel et partenarial entre le ministère du Plan et les ONG et associations. Les membres de la mission d'évaluation et de supervision du projet eau et assainissement en milieu urbain étaient hier à l'hôtel de ville de Niamey pour une réunion avec les autorités municipales de la capitale. Objectif échanger autour de la mise en œuvre du projet dans la ville de Niamey. Les images. Regroupant autour du maire président du conseil de ville de Niamey l'ensemble des 5 maires des différents arrondissements de la capitale, ce cadre s'inscrit dans la série des rencontres entreprises par les responsables en charge de la mise en œuvre du projet eau et assainissement en milieu urbain avec les collectivités bénéficiaires. Une réunion qui vise aussi à dévoiler d'une part le dit projet ainsi que son état d'avancement aux responsables chargés de la municipalité. Nous avons tenu compte du fait que nos partenaires principaux dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, ce sont les autorités au niveau des villes et des différentes régions, mais aussi les leaders au sens large. Nous avons eu à rencontrer et à parler à l'ensemble des leaders d'opinion, y compris les gens de la société civile, les maires des communes, pour donner la consistance des travaux au niveau de chaque entité et demander l'adhésion et l'appui des différentes autorités pour la mise en œuvre des activités de ce projet. Ce qui est donc une préoccupation du ministère qui nous a chargé de faire le point sur les réalisations et d'amener les correctifs nécessaires dans le cadre des réalisations. Tour à tour, les responsables chargés des différents volets composant le projet eau et assainissement en milieu urbain pour la région de Niamey
ont apporté des précisions sur la répartition ainsi que l'état d'exécution des travaux qui se trouvent à un niveau globalement satisfaisant. Pour ce qui est des latrines scolaires, bon, il y a déjà le contrat était signé pour 528 latrines à Niamey pour les différents lots et 285 à Dosso. Pour l'instant, au niveau des écoles, on pense qu'il n'y a aucun problème et que les travaux sont ont déjà démarré. Mais maintenant, pour ce qui est des édicules, Niamey a 15 édicules. Et là, comme l'avait déjà souligné monsieur le coordinateur, c'est le problème de site d'implantation qui se pose. Il y en a qui ont démarré, il y en a qui n'ont pas démarré, vu le problème de site qui se pose. Mais maintenant, pour la station de traitement de boue de vidange, bon, le consultant a été recruté. Donc les travaux physiques n'ont pas démarré, il faut d'abord les études techniques. C'est vraiment d'une manière ramasser la situation de la composante assainissement urbain au niveau de la ville de Niamey. 12 quartiers de la ville de Niamey bénéficieront également dans le cadre du projet renforcement et extension du réseau de distribution d'eau potable, d'importantes réalisations qui concernent aussi bien la fourniture et la pose d'adduction et de distribution d'eau potable que la construction d'au moins un réservoir de 2000 m3 déjà démarré. Sur un tout autre plan, le nouveau bureau de la Fédération communale des comités de gestion des établissements scolaires a tenu sa première assemblée générale. C'était ce matin dans la salle polyvalente de l'AFN. Il s'agit pour la dite fédération de soumettre également son programme d'activité au titre de l'année 2014 aux différents comités. Isidore Banaba. Cette première assemblée générale ordinaire du nouveau bureau de la Fédération communale des comités de gestion décentralisés des établissements scolaires du 3e arrondissement a pour objectif de présenter aux différents comités le plan d'action du nouveau bureau pour des amendements, afin de pouvoir répondre efficacement aux besoins urgents des écoles se trouvant dans le dit arrondissement. L'objectif visé, c'est très clair, parce que nous avons le seul objectif de faire améliorer l'école nigérienne, pour voir les difficultés qu'il y a pour qu'on puisse régler. Ce qui sera traité au cours de cette assemblée générale, d'abord, c'est un plan d'action qu'on va émettre au niveau de l'assemblée. Chacun va amender pour voir, il y a des formations, il y a beaucoup de choses et chacun directeur va dire son problème qu'il a au niveau de l'école. Comme ça, on peut aller régler le problème de s'il y a un problème d'électricité, s'ils ont un problème d'eau, s'ils ont un problème de gardien, s'ils ont des problèmes des enseignements, ils ont un problème de table-banc, ils ont un problème de... etc. Il y en a beaucoup de problèmes. C'est ça qu'on va amender, qu'on va revoir pour qu'on puisse faire, pour qu'on puisse arranger d'ici peu de temps. Les représentants des différentes structures scolaires ont tour à tour pris la parole, les uns pour exhorter les membres à plus de persévérance et les autres pour louer les résultats de l'ancien bureau. La demande en éducation croît et les efforts à déployer deviennent de plus en plus importants. Il est donc clair que pour une éducation de qualité, tous les acteurs doivent s'y mettre. Il est indéniable qu'un enseignement de qualité reste dépendant d'une utilisation efficiente des moyens disponibles. Aussi, je vous invite à un examen objectif de votre plan d'action en vue de conclusions réalistes et réalisables, bénéfiques pour notre école. Pour ma part, au nom du maire de l'arrondissement communal Niamey 3, je vous réitère notre disponibilité à vous accompagner. Cette assemblée générale ordinaire, la première de l'année 2014, a été une occasion pour le nouveau bureau de rendre hommage aux membres du bureau sortant à travers des témoignages de satisfaction. Apport de la jeunesse dans la construction de la paix, enjeux, défis et perspectives, c'est le thème c'est le thème donc retenu pour les assises de la première édition du Forum international de la jeunesse ouvert à Tawa, organisé par le Conseil national de la jeunesse. La cérémonie d'ouverture de cette importante rencontre a été placée sous la présidence du Premier ministre Birji Rafini. Asman Amadou. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé au Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, et les membres de sa délégation par la population de la ville de Tawa à l'aéroport de la dite région avant de se transporter dans la salle de réunion du Conseil de ville pour présider la première édition du Forum international de la jeunesse sur la paix et la sécurité organisé par le Conseil national de la jeunesse du Niger.
Plusieurs interventions ont marqué cette cérémonie d'ouverture des travaux de ce forum. D'abord celle du président régional de la jeunesse, le gouverneur de la région de Tawa, le coordinateur du système des Nations Unies, le président de la haute autorité pour la consolidation de la paix. Dans son allocution, le président du Conseil national de la jeunesse du Niger, Aliou Oumarou, précise que tout au long des travaux, les débats seront penchés sur la stabilité sociale et la question du développement. La présente rencontre, placée sous le thème « Apport de la jeunesse à la construction de la paix », enjeux, défis et perspectives, donnera l'occasion à 200 participants présents, d'une part, de mutualiser leurs acquis et expériences en matière de mécanismes de prévention, de gestion et de promotion de la paix dans notre sous-région, et d'autre part, d'adopter une déclaration dite d'Ottawa qui servira de leitmotiv pour l'engagement solennel de la jeunesse sur ces questions. Il s'agira donc pour les jeunes Nigériens et leurs collègues du Bénin, Burkina Faso, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Nigeria, de se pencher sur la dynamique et les capacités de la jeunesse africaine à faire face aux mutations sociopolitiques et aux conflits qui secouent actuellement l'Afrique. Dans son discours d'ouverture de cette importante rencontre de la jeunesse venue des différents pays, le Premier ministre s'est réjoui du choix du thème « Apport de la jeunesse dans la construction de la paix, enjeux et perspectives ». Je me réjouis de votre heureuse initiative d'organiser ce forum dont le thème se rapporte aux enjeux, défis et perspectives de l'apport de la jeunesse dans la consolidation de la paix. Chers jeunes du Niger, de l'UEMOA, du Nigeria, de la Mauritanie et de la Centrafrique, votre forum arrive véritablement à son heure dans le contexte actuel d'un espace sahélo-saharien marqué par les actions néfastes des forces centrifuges et des organisations criminelles. Ces organisations terroristes et criminelles, vous le savez bien, s'activent à recruter parmi les jeunes pour leur servir de chair à canon dans la mise en œuvre de leurs funestes actions. Les représentants des différentes institutions de la jeunesse du Burkina Faso, Mali, Centrafrique et Mauritanie ont tour à tour pris la parole pour donner un avant-goût des différents exposés relatifs aux échanges d'expériences de la paix qui seront présentés aux participants au cours de ces assises. Durant 2 jours de travaux, ces jeunes vont échanger sur toutes les questions liées à la paix au profit de la stabilité sociale et le développement. Début hier dans la capitale du fleuve, des travaux entrant dans le cadre du forum de concertation sur la gestion des ressources naturelles dans la vallée du fleuve Niger, cas des hippopotames. Une cérémonie placée cette fois-ci sous la présidence du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Retrouvons la correspondance depuis Tillabéri d'Ismaël Beidi. Recueillir les avis et propositions des différents acteurs en vue de concevoir une stratégie de nature à minimiser significativement les conflits entre l'homme et l'hippopotame et d'asseoir les bases d'une gestion rationnelle et durable de l'espèce, c'est l'objectif principal de ce Forum national de concertation sur la gestion durable des ressources naturelles dans la vallée du fleuve Niger, cas des hippopotames. De nos jours, sous les effets conjugués de la pression démographique et de l'évolution socio-économique, l'habitat des hippopotames est progressivement occupé par les cultures, comme en témoigne la prolifération des aménagements hydro-agricoles et autres sites de culture irriguée. Le peu d'espace pâturable qui reste est partagé avec l'élevage qui prend aussi de l'ampleur. Aussi, on assiste à l'exploitation commerciale du bourgou, cette herbe très appréciée par les hippopotames. À cela s'ajoute l'envahissement du fleuve
par les achantes d'eau qui occupent également les pourvoutières. Mesdames, Messieurs, cette situation a rendu non seulement la cohabitation tumultueuse entre hippopotames et populations riveraines du fleuve, mais elle a aussi plongé les hippopotames dans une insécurité alimentaire chronique. En procédant à l'ouverture des travaux du forum, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, après avoir adressé ses salutations et ses remerciements aux autorités et aux populations de la région de Tillabéri pour leur accueil chaleureux, est revenu sur l'importance de la tenue du forum. En effet, la dynamique et la répartition de cette espèce au Niger est fortement influencée par les activités humaines, notamment la riziculture et l'exploitation des bourgoutières à des fins pastorales. De l'autre côté, les populations d'hippopotames ont connu une forte croissance compte tenu des disponibilités alimentaires et de la protection que leur confèrent les textes législatifs et réglementaires au Niger, notamment à la faveur de la fermeture de la chasse en 1972. Ainsi, 37 groupes d'hippopotames ont été inventoriés en 2013 pour une population totale de 329 individus. De ces sites, la commune d'Ayoru abrite à elle seule 44,37% de cette population d'hippopotames. D'une année à l'autre, et en fonction des contraintes liées à la disponibilité des zones de pâturage et les conflits de territorialité, ces groupes se disloquent en harem de moins d'une dizaine d'individus et migrent de part et d'autre vers des sites de concentration. Vous comprendrez aisément que cette migration consécutive à la recherche du pâturage suite à la perte des zones de pâture et des habitats puisse être source de conflits entre les hommes et les hippopotames. Ainsi, durant 2 jours, les participants à ce forum auront à traiter des thématiques comme la problématique de conservation des hippopotames au Niger et autres communications sur la gestion des hippopotames. Notons qu'auparavant, le maire de la commune urbaine de Tillabéri, dans son mot de bienvenue, a remercié les organisateurs pour le choix porté à sa commune pour abriter les assises du forum. Retour à Niamey pour signaler l'ouverture hier après-midi au palais du 29 juillet de la foire arienne, une foire à laquelle plusieurs produits, notamment de grande qualité, sont exposés, nous rapporte notre reporter Ima Sebou dans ce compte rendu. Pour cette 20e édition de la foire arienne, les exposants et organisateurs ont mis le paquet double. Produits haut de gamme, de la décoration intérieure aux bijoux les plus fantaisistes, en passant par les ustensiles de cuisine et les appareils électroménagers, tout y est. Lieu de rencontre, d'échange, la foire arienne est devenue incontournable. Maintenant, c'est la 20e édition que nous avons fait organiser la foire. C'est 20 années à partir de 1993 que je vais organiser la foire ici. Cette année, je vais amener les nouvelles marchandises avec le bon prix. Tout est changé. Qu'est-ce que vous allez voir, c'est différent avec l'année passée. Encore, nous avons amené salon, casseroles, le matériel pour cuisine, meubles, luxe, sanitaire, c'est beaucoup d'autres marchandises. Maintenant, c'est à peu près 20 jours jusqu'à 17 février que nous avons fait ça. Oui, aujourd'hui c'est bon, il y a beaucoup de populations qui sont venues. Je vais inviter pour voir ici, ils sont venus parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses, bon prix, bonne qualité. Même, je vais inviter, même comme l'année passée, les gens venaient à 800 km jusqu'à ici. Je vais inviter les populations nigériennes, ils sont venus ici. La foire arienne, c'est donc une occasion pour vous de faire de bonnes affaires et vous procurer des objets et produits de qualité. C'est là à moindre coût. Une foire qui se tiendra du 28 janvier au 17 février 2014. Faites-y un tour, vous ne serez pas déçus. Suite de ce journal, le personnel de la Société des mines de l'Aïr a organisé hier soir dans le jardin du Grand Hôtel de Niamey une réception à l'honneur du docteur Abdou Harouna. La dite cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités et invités de marque. Après 5 ans de bons et loyaux services à la Somaïr, la Société des mines de l'Aïr, Dr Abdou Harouna quitte la société.
Cette réception est donc organisée à son honneur par l'ensemble du personnel pour témoigner de la bonne relation entre l'ancien directeur département achat et logistique et le personnel de la société. D'abord une image de fermeté, hein. Je pense que tout le monde sera d'accord ici pour dire que Abdou c'est un chef, quoi, hein. Donc, qui mène ses équipes, qui sait aussi discuter fortement et pleinement par rapport à tous nos partenaires, par rapport à tous les prestataires qui travaillent pour nous, et je pense que c'est une grande force. Fermeté, détermination, volonté d'avancer, et je crois que chargé de l'expérience qu'il avait en venant ici, il a apporté beaucoup de choses à la société Somaïr en termes de processus de travail, en termes de développement. Reconnaissant les inestimables apports de leur ancien directeur, le représentant du personnel lui délivre un témoignage de satisfaction. L'image dont on retient de Abdou, c'est quand même l'image incontestée d'un chef. Et au nom du comité directeur de la direction des achats et de la logistique, nous tenons quand même à vous remercier pour tout l'appui dont on a bénéficié pendant toutes ces longues périodes qu'on a passées ensemble. Et nous voulons vraiment, aujourd'hui, vous renouveler notre confiance, et nous sommes fiers d'avoir travaillé avec vous pendant toutes ces années, et on ne peut que vous souhaiter bon vent et vraiment bonne chance. Très touché par ces gestes, Dr Abdou Harouna a exprimé toute sa gratitude à l'endroit de ses anciens collaborateurs et présenté ses excuses pour tous les manquements. Il est aussi revenu sur les raisons de sa démission et les perspectives pour le futur. Vous savez, ce n'est pas chaque jour qu'on voit dans nos sociétés minières, et surtout un directeur démissionné. Mais si les gens sont surpris, c'est parce qu'ils ne connaissent pas mon background. J'ai quitté des plus grandes sociétés qu'Areva pour venir au Niger, parce que j'ai des ambitions pour mon pays. Et maintenant, j'ai travaillé, j'ai fait mon temps à Areva et je démissionne pour vraiment avancer ma carrière dans autre chose. Un chef, surtout un capitaine, ne saute pas d'un navire qui est en naufrage. Il n'en est rien de cela. J'ai d'autres ambitions. Il faut savoir chaque chose à son temps dans la vie. J'ai fait le temps d'Areva. Maintenant, le reste du temps que j'ai dans ma vie, je vais le consacrer pour autre chose. Je suis très fatigué. Après 5 ans de stress dans les compagnies minières, ce n'est pas chose facile. Pour le moment, je vais me reposer, me consacrer à ma famille, qui me manque beaucoup et à qui j'ai beaucoup manqué. Et la suite, on verra. Il faut le souligner, cette démission très osée du docteur Harouna intervient à un moment où la Somaïr a grandement besoin de son directeur département achat et logistique, surtout en ce moment où les autorités de la 7e République négocient les contrats miniers avec la société française Areva. Un contrat que toute la population nigérienne espère désormais équilibré, gagnant-gagnant. Une de nos équipes en mission dans le canton de Doguerawa s'est rendue à l'hôpital de référence international de Galmi qui couvre le besoin de santé des populations de cette localité. Objectif, s'enquérir de l'état de fonctionnement de ce centre hospitalier. Issa Mustafa. Hôpital de référence et de renommée internationale, l'hôpital de Galmi a été créé dans les années 50 et accueille aujourd'hui plus de 3000 patients par an. Compte en son sein 2 blocs opératoires et tous les blocs nécessaires pour la chirurgie et les différentes médecines. C'est un hôpital lié à l'histoire contemporaine du Niger, celle bien sûr des années d'indépendance et des missions d'évangile au Niger. Tout ce temps, l'hôpital a pu continuer à servir la population du Niger, donc à aider dans l'action gouvernementale en matière de santé dans la région de Tawa. Puis cette date de création, l'hôpital de Galmi a été managé par des missionnaires venus d'Australie, des États-Unis, de la France, un peu partout dans le monde, jusqu'en environ de 1990, où ils ont commencé à recruter plus des jeunes nationaux diplômés. En fait, je fais partie de cette génération qualifiée dont l'hôpital est en train d'utiliser actuellement
Donc le fonctionnement a été, comme j'ai dit au début, le missionnaire, mais à un moment maintenant nous sommes dans une équipe multiculturelle, c'est-à-dire composée de nous les Nigériens et eux comme partenaires, n'est-ce pas, missionnaires qui viennent ensemble avec nous. Parce qu'ils réalisent qu'effectivement le fonctionnement doit se faire avec nous et eux ensemble. Et comme en témoignent ces images, les patients, avant la consultation chez le médecin, écoutent les paroles de sagesse. Qu'en est-il du fonctionnement de ce centre sanitaire et quelle relation avec les autorités de tutelle? Docteur Jean Ayouba répond. Nous essayons vraiment d'expliquer notre situation. Si toutefois le gouvernement est prêt à nous soutenir, à subventionner, pourquoi pas? Nous sommes prêts, c'est des subventions, c'est un hôpital caritatif, c'est un but non lucratif. Donc nous sommes prêts, dès que nous avons des subventions, de changer ces tarifs. Ce n'est pas des tarifs qui ne peuvent pas être changés. C'est une question de fonction. Qui connaît la gestion comprendra ce que je dis facilement. Nous avons maintenant 206 employés nigériens. Lorsque ça a commencé, c'était juste eux, les missionnaires, une équipe de 50 personnes. C'était 12 de volontaires. Et leur salaire était payé, ce n'était même pas des salaires, c'est de volontaires. Mais ils obtenaient des soutiens de leur église qui les envoie ici en mission. Oui, vraiment, nous accueillons par jour en consultation adulte environ 300 personnes. À peu près aussi chez l'association chez les enfants 0,5 ans, 150 enfants par jour. Et souvent dans la saison de pluie, période hivernale, avec le pic du palu, ça peut monter jusqu'à 200 à 250 consultations chez les enfants. Donc vous pouvez imaginer, nos statistiques sont grandes, ce qui fait aussi une autre complexité du travail. Quelle perspective pour le centre hospitalier? La réponse, tenir le plus longtemps possible et créer un centre de formation pour les jeunes agents de la santé de la région. En attendant la réalisation de tous ces projets, l'hôpital international de Galmi continue d'assurer la couverture sanitaire gratuite des milliers de personnes dans la région de la Magia et alentour. Voilà, merci Issa Mustafa. Le prochain reportage lui consacre un zoom sur les femmes qui s'adonnent au petit commerce pour subvenir à leurs besoins. Ces femmes vendeuses de cacahuètes notamment ont attiré l'attention de notre reporter Seibouima. Installées un peu partout au bord des routes, ces femmes vendent des cacahuètes sucrées ou non sucrées, tantôt dans des bouteilles ou dans des sachets. À travers cette activité, ces femmes parviennent à subvenir à leurs besoins quotidiens. Pour les sachets, 25, 50. Pour les bouteilles, c'est 1500. Les petites bouteilles, 250. Vient aussi. Les achètent, oui. Oh, arracher là, Dieu merci, il y a l'argent dedans. Donc, si tu ne sais pas, les gens qui ne savent pas, ils disent qu'il n'y a rien dedans. Donc, c'est bien vrai qu'il y en a souffrance un peu. Si tu en as courage, tu vas faire ça. Donc, c'est le même prix. C'est le même prix. Il n'y a pas de différence dedans, c'est le même prix. Mais, c'est 1500. Mais si la personne veut ça, si la personne veut beaucoup, on diminue. Oui. Par exemple, si les gens d'alimentation sont arrivés, c'est obligé qu'on va les diminuer. Oui. Bon, on vendait au dehors, c'est pour chercher les jetons. On sait qu'on court des risques, mais comment on va faire? On est obligé de faire. Tout en étant consciente des risques qu'elle encourt en s'installant à proximité de la route, ces femmes avancent l'idée selon laquelle la recherche de l'argent vaut mieux que tout. On est là, on a confiance à Dieu, on est là. C'est Dieu qui nous protège au bord de la route. J'ai vu ça. Et des fois, il y a les gens qui disent si on est assis sur le goudron, il y a un accident qui vient. Mais moi, Dieu merci, je n'ai jamais vu ça là. Je n'ai jamais vu ça. De risques, mais comment on va faire? C'est Dieu qui nous garde.
La plupart de ces vendeuses sont venues du Togo ou du Bénin voisin. Cette activité, qui est essentiellement exercée par des femmes, nourrit bien son nom. La commercialisation du manioc, une autre activité génératrice de revenus exercée cette fois-ci par des jeunes venus des villages du Niger. Une activité qui leur permet aussi de lutter contre la pauvreté et de subvenir également à leurs besoins. Alimatou Abdou. Du manioc bouilli de toutes les qualités, c'est cette tubercule que vendent ces jeunes garçons. Transformé en marché qui ne s'anime que très tôt le matin à l'intervalle 7h-10h. La devanture du centre des jeunes Calais Sud ressemble à ça tous les matins. Venus du village, ces jeunes ont compris le sens de l'adage qui dit qu'il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Pour cela, chaque matin, ces jeunes se retrouvent en grand nombre pour préparer le manioc, le bouillir convenablement avant de s'éparpiller dans la ville à la recherche de potentiels clients. Nous achetons le manioc chez les vendeurs grossistes. On l'épluche avant de les laver, soit avec du savon ou avec le oignon. Nous faisons tous ces exercices parce que nous connaissons la valeur du manioc. Les amateurs ou grands consommateurs de manioc, eux, viennent ici chaque matin en acheter. Ils aiment non seulement ce tubercule, mais viennent pour la plupart en acheter à cause de la propriété des vendeurs, disent-ils. Certaines personnes l'achètent pour le petit déjeuner, d'autres pour le déjeuner, voire même pour le dîner. J'achète pour 300 francs chaque matin. C'est bien propre. Comme toute activité génératrice de revenus, ces petits commerçants de manioc rencontrent certaines difficultés. Notre problème, c'est que nous n'avons pas de place. Ici, on est au bord du goudron, ce qui n'est pas bien. Nous lançons un appel aux bonnes volontés de venir nous aider. Cette activité, exercée essentiellement par les hommes, prouve aujourd'hui l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. La mixité homme-femme prend aujourd'hui le dessus, contrairement à certains temps où certaines activités ne sont exercées que par les femmes. Sur un tout autre plan, de plus en plus, certains médias évoquent l'éventualité d'un remaniement de l'équipe gouvernementale actuelle, un remaniement qu'ils annoncent imminent, même si certains acteurs affichent leur scepticisme face à la question. Les images. Pompeusement relayée à la une de certains médias, notamment de la presse écrite nationale, la question de l'imminence d'un remaniement de l'équipe gouvernementale continue de plus en plus d'agiter le landerneau politico-médiatique nigérien. Des rumeurs de plus folles qui annoncent partant plusieurs membres de l'actuelle équipe, mais dont certains proches du pouvoir estiment pour leur être le fruit de simples imaginations de certains médias. J'ai effectivement lu dans un journal comme quoi qu'il y aura un remaniement ministériel. À part dans ce journal-là, je n'ai pas entendu ça quelque part. Je n'ai pas entendu ça avec le président de la République. Je n'ai pas entendu ça avec le Premier ministre. Je n'en ai pas entendu avec un membre du gouvernement. Je n'en ai pas entendu avec le parti qui est au pouvoir, ou bien le principal parti au pouvoir, le PNDS-Tarien. Je n'en ai pas entendu avec des responsables et des militants de notre parti. Je n'en ai pas entendu dans l'enceinte du bâtiment de la présidence où je travaille. Je n'en ai pas entendu dans l'enceinte du palais présidentiel où le président travaille. Je n'en ai pas entendu dans une conversation mondaine. Je n'ai entendu ça nulle part. C'est seulement dans ce journal que j'ai vu ça. Et quand j'ai lu, je n'ai même pas pris la précaution de vérifier auprès des personnalités compétentes si cela est vrai ou faux. J'ai tout simplement dit que c'est faux. Même si le sujet n'est pas officiellement porté par les autorités compétentes, des analystes trouvent cependant envisageable l'hypothèse d'un remaniement de l'actuelle équipe dirigée par le Premier ministre Birji Rafini, au vu notamment de la nouvelle donne au sein du principal parti de la majorité. Vous savez, tout dépend des enjeux et tout dépend des objectifs, mais aussi des résultats qu'on voudrait atteindre.
en politique, c'est des négociations perpétuelles, à l'effet d'avoir une victoire sur des fronts bien déterminés. Et il n'est pas exclu que le président de la République, le chef de l'État, ainsi que le premier ministre du gouvernement revoient leurs cartes, n'est-ce pas, à l'effet de concéder à d'autres forces ou d'autres sensibilités des places bien déterminées, ou bien à l'effet de modifier un peu, n'est-ce pas, l'architecture gouvernementale à l'effet d'une bataille bien déterminée. Il n'est pas exclu que le gouvernement soit remanié en profondeur et qu'on assiste même à l'arrivée des nouveaux ministres, n'est-ce pas, appartenant à d'autres nouvelles forces qui, entre autres, ont adhéré, n'est-ce pas, aux idéologies, aux thèses du pouvoir. Donc, ça ne me surprend pas. Il est fort possible qu'il y ait, n'est-ce pas, des modifications très profondes en portant, par exemple, le poste de M. Bazoum Mohamed, qui a une nouvelle fonction, celle de président de son parti politique, une fonction, n'est-ce pas, qui en principe doit l'amener à diriger les batailles qui vont, n'est-ce pas, s'engager dans les 24 prochains mois. Aussi, selon les dispositions réglementaires en vigueur, la nomination ou le changement de l'équipe gouvernementale est une prérogative exclusive du président de la République qui en juge de l'opportunité de concert avec le chef du gouvernement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal essentiellement consacré, vous l'avez constaté, à l'actualité nationale. Merci à vous de l'avoir suivi. Et au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous le présenter, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.